Faut-il avoir peur de s'envoyer en l'air dans des manèges qui vous emmènent à plus de 60 mètres de hauteur à des vitesses dépassant les 100 km à l'heure? Est-ce bien raisonnable d'encaisser 4 ou 5 jets d'accélération dans des attractions? Faut-il faire confiance au harnais qui vous retient dans le ciel d'une fête foraine? Les manèges des lunaparks et des parcs d'attractions répondent-ils à toutes les normes de sécurité? C'est une rude journée qui commence pour ce forain. Frédéric Wetzel, propriétaire d'une attraction musclée et recherchée, traverse la ville pour rejoindre la plaine de Plainpalais à Genève. Il a ses habitudes, il est en terrain connu, ça fait des années qu'il est fidèle au rendez-vous. La clé du bus à mon frère, c'est toi qui l'as? Oui, je te donne la clé. 7,75, c'est juste le Nicolas. Combien? Frédéric Wetzel s'installe en bonne place pour 6 semaines de Luna Park. Et une bonne place, ça se négocie avec les autorités communales des mois à l'avance. On appelle ça les Champs-Élysées, donc chez nous. Le boulevard ici. Le rituel est immuable et les gestes bien rodés. Qu'il fasse chaud, qu'il gèle, qu'il pleuve ou qu'il vente, le chaos doit se déployer dans le ciel. En moins de 2 jours, il sera opérationnel. Il aura fallu 3 hommes pour monter, contrôler et mettre en place l'attraction. Monter et démonter plusieurs fois par année permet aux forains de bien connaître leur manège et d'effectuer des contrôles efficaces et fréquents. La sécurité est à ce prix. Tous les jours, on monte, déjà progressé. Et quand on est en haut, on recontrôle les boulons aussi quand on y est. Donc le contrôle pour cette machine, il est quotidien. C'est quotidien, bien sûr. Ouais. Tous les matins, on est dessus et puis on essaye le manège toujours avant d'ouvrir. On risque pas grand-chose à être là-dessus. Non, il y a toutes les normes de sécurité, c'est presque tout doublé. Donc comme pour les harnais, il y a une fermeture qui se ferme sur l'harnais et il y a une deuxième fermeture derrière, il y a double sécurité. Nos manèges, c'est nos vies aussi. C'est vraiment... C'est un peu comme un jouet, c'est un bijou. Quand il y arrive un accident quelque part, c'est toute la corporation, ça nous tombe dessus. Et puis là, vraiment, on dit on a une grande famille, mais là, on se tient, c'est vrai. On a une grande famille, parce qu'on doit se tenir. Et puis, s'il y a eu un accident chez une personne, c'est très dur pour la personne. La solidarité n'est pas un vain mot chez les forains. Le pire pour eux, c'est vraiment l'accident. En Suisse, ils sont plutôt rares. 3 accidents ces dernières années, dont 1 à Lausanne. La fête a failli être gâchée au Luna Park de Lausanne par plusieurs incidents. Jeudi dernier, un visiteur a reçu une poutrelle métallique sur la tête, alors que la veille, une coupure... Ce visiteur, c'est Connor Kennedy. Le jeudi 9 mai 2013, il emmène ses enfants au Luna Park et les accompagne pour un tour de Grand 8, tour qu'il n'a jamais terminé et même jamais entamé. Notre wagonnet a été poussé en position de départ par le propriétaire du Grand 8. Nous étions prêts à démarrer. Notre wagonnet était le prochain à partir. Et puis, soudainement, j'ai juste senti ce bang sur ma tête. Un coup. Et je me rappelle avoir entendu le bruit de métal lorsque cette barre est tombée de ma tête sur le sol, à côté du wagonnet. Mon souvenir, c'est le choc et la douleur à ce moment-là. Je me rappelle que mes enfants se sont tournés vers moi avec des expressions de choc et de peur, en se demandant si leur père allait mourir, s'il était mort, car ça avait commencé à saigner abondamment. Au tout début, j'étais un peu sous le choc. J'ai vu des étoiles. Des membres du public sont venus et 2 messieurs m'ont aidé à sortir de la voiturette. Une autre dame a dit qu'elle était pédiatre et qu'elle s'occuperait de ma blessure.
Elle n'arrêtait pas de parler pour s'assurer que je reste conscient. Nous avons retrouvé un témoin de cet accident. Ce jour-là, Pierre Genoux accompagnait ses 2 filles. Elles avaient très envie de tester ce Speedy Mouse. Elle rentre dans un des wagonnets qui se préparait et à ce moment-là, à peu près au même moment, je vois qu'au sol, il y a un monsieur d'un certain âge qui est assis par terre, le dos contre la traction et qui a l'air de saigner de la tête et du bras. Donc là, je panique un tout petit peu et le bruit court comme quoi il y a une pièce qui serait tombée d'un autre wagon. Donc je me dirige vers la queue, je remonte la queue pour essayer de faire en sorte de descendre mes filles, mais le temps que j'y arrive, le wagonnet avec mes 2 filles est déjà parti. Elles étaient assez paniquées parce que c'est vrai qu'elles m'ont vu intervenir et puis essayer de venir les sortir. Malheureusement, les petits wagonnets, une fois qu'ils sont enclenchés dans la crémaillère, ils commencent à partir, on ne peut plus rien faire. Donc ma grande fille, Émilie, elle a bien remarqué qu'il se passait quelque chose. Elle ne voyait pas l'homme à terre, heureusement. Elles l'ont vu qu'après, mais ma grande fille a bien vu qu'il y avait une certaine panique de ma part. Et elles ont eu le temps de passer plusieurs fois devant moi après, où là, j'essayais un peu de les rassurer, parce que je voyais bien que la grande me cherchait du regard et cherchait à savoir ce qui se passait. Un homme est venu vers moi, quelqu'un du public. Et il m'a dit, je vais appeler la police et l'ambulance pour vous. Chose qu'il a faite. Une autre dame m'a dit qu'elle s'occuperait de mes enfants. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis rendu compte que mon fils avait été touché aussi par la barre sur le front et qu'il saignait beaucoup également. Et mon autre souvenir à ce moment-là, c'est que le Grand 8 a tout de suite recommencé à tourner. L'attraction continue à tourner comme si de rien n'était. La caisse était ouverte, la queue ne désemplissait pas jusqu'au moment où une ambulance est arrivée avec 1 ou 2 motards de la police pour s'occuper de la personne qui était au sol et ensuite fermer la caisse. Je pense que le fait que j'y étais avec mes enfants et que ça aurait pu être eux qui auraient pu être touchés par cette barre. La barre faisait 22 kilos, c'était un gros truc. Si j'avais été assis derrière ma fille, la barre serait tombée directement sur mon fils, sur sa tête. Vous voyez, il a 8 ans. Cette barre de 22 kilos liée au portique et non à l'attraction elle-même était mal vissée. Ce qui est arrivé à Connor au départ de ce Grand 8 n'est pas anodin. Aujourd'hui, il a l'impression que les médias n'ont pas rendu compte de son point de vue. Ils ont titré « Au Grand 8, c'était un incident, pas un accident ». Ça m'a posé problème, pour être franc. Car de mon point de vue, c'était un accident, pas un incident. Un incident, c'est quelque chose de mineur. Le titre, dans mon opinion, n'est pas représentatif du tout de ce qui s'est passé. C'était un accident, point. Plainte a été déposée par la victime qui demande une compensation financière pour le manque à gagner dans son activité indépendante. J'ai passé 8 jours au lit. Et puis il m'a fallu 2 semaines avant que je puisse retourner au travail à plein temps. C'était très difficile de marcher car j'avais des nausées. Lire était impossible. Les longues conversations complexes n'étaient pas possibles. Je trouvais la lumière ou les bruits forts comme la musique difficiles à supporter. De son côté, le propriétaire du manège Speedy Mouse ne désire pas s'exprimer sur cet accident tant que l'affaire n'est pas jugée. Aucun accord n'a été trouvé entre les 2 parties. Précisons tout de même qu'il s'agit d'une erreur humaine et que le manège n'est pas en cause. Pourtant, les autorités fédérales ont exigé un nouveau contrôle du Grand 8. C'est la police du commerce de la ville de Lausanne, organisatrice du Luna Park, qui s'assure que les forains sont détenteurs d'une autorisation cantonale, d'une assurance responsabilité civile et d'une attestation de sécurité délivrée par un organisme d'inspection accrédité, le TÜV. Nous étions en possession du document comme quoi il y avait une attestation de sécurité qui avait été délivrée de manière conforme. Et suite à cet accident, il y a eu un nouveau contrôle du TÜV, c'est l'organisme concerné. Et effectivement, le TÜV a décrété que ce manège n'était pas conforme. Et donc, je crois que depuis lors, il ne peut plus être monté et utilisé. TÜV, le mot magique qui revient tout le temps dans la bouche des forains. Les TÜV, ce sont des sociétés de contrôle allemandes implantées dans le monde entier. Elles sont spécialisées dans les contrôles d'attractions fixes et itinérantes.
Ces tuves délivrent des attestations de sécurité sans lesquelles les forains et les parcs d'attractions ne peuvent exploiter leur manège. Les contrôle-tuves, Frédéric les connaît bien. On le retrouve au Luna Park de Genève avec son chaos. On a une date d'échéance, donc moi c'est tous les 2 ans chez le contrôle TUF. Et puis on les appelle, on les fait venir ici. Ils contrôlent tous les harnais, les fermetures, les sécurités. Il nous faut démonter le derrière des calèches pour contrôler. Moi, ils montent même en haut du mât pour contrôler les moteurs, les couronnes. Ils contrôlent aussi tout ce qui est hydraulique et électrique. Allez, c'est parti, on y va. Bon voyage. Bye bye. Bye bye. S'ajoute à ça le contrôle annuel des soudures par une entreprise spécialisée. Mais avant que le TUV ne donne le feu vert, le parcours du combattant a déjà commencé pour Frédéric Wetzel avec le service-usine de son manège. C'est comme une voiture. Moi, sur ce manège-là, j'ai des services qui se font à peu près toutes les années. Ça compte le nombre de tours ici sur le cadran. Et puis ça clignote comme quoi qu'il faut que j'appelle l'usine pour les faire venir pour un contrôle. C'est cher, c'est beaucoup? Ouais, ça fait beaucoup d'argent à la fin, oui. Bonjour. Excusez-moi, bonjour. C'est à partir de quel âge? 8 ans. 8 ans, merci. Hein. Les forains, c'est souvent une histoire de famille. Autre Wetzel, autre manège. On est chez le cousin Jack, heureux propriétaire d'un breakdance. Une attraction qu'il bichonne et qu'il améliore au fil des années grâce aux recommandations et suggestions du fameux TUV. Alors, vous voyez comme ici, là, une sécurité TUF en plus. Si le premier axe il viendrait à lâcher, ben, il y a la deuxième qui tient. Comme ceci. Ah, on ne peut pas l'ouvrir. Ça aussi, ça, à l'époque, il n'y avait pas. C'est pour empêcher que les enfants ben, ils aillent de droite à gauche, quoi. Là aussi, un truc TUF en plus, qu'il n'y avait pas il y a 20 ans en arrière. Vous trouvez que c'est contraignant, ces contrôles? Non. C'est mieux de les faire, hein. C'est mieux qu'il y en ait parce qu'il faut comme une sécurité. On a la vie des gens sur le manège, on ne peut pas se permettre de faire des bêtises. Hein. Merci. C'est un manège qui coûte vraiment cher d'entretien. À peine il y a un petit truc, une carte électronique qui casse, c'est vraiment. Ça coûte cher vite. Hein. Mais vous vous en sortez? Oui, on arrêterait sinon. Et surtout que c'est un manège qui plaît, quoi. C'est un manège un peu culte, on va dire, comme les voitures tamponneuses. En Allemagne, il y a 30 ans qu'il existe, et puis il y a toujours 30 ans qu'il est là, et puis vous ne verrez pas une fête sans un breakdance. Alors Jack Wetzel est de toutes les fêtes foraines importantes avec son engin rutilant. Mais aujourd'hui, la concurrence est forte pour les forains avec la multiplication des parcs d'attractions en Europe. Comme ils sont rares en Suisse, les amateurs de sensations fortes versent dans un tourisme qui les amène en masse vers les parcs européens et leur grand 8 tonitruant. Nous nous retrouvons dans les sous-sols d'Europa Park. Tous les jours, des techniciens procèdent au contrôle des attractions ultra sophistiquées qui font la richesse et le succès de ces lieux. Dominique Lamère est contrôleur technique. Il aime l'odeur du Grand 8 au petit matin. C'est notre gros bébé, oui. On le bichonne. On le connaît par cœur maintenant. On sent quand il y a quelque chose, qui ne va pas. On l'entend, on le sent. C'est les Formule 1. On aime bien les trucs à sensation. Hein. On habite dans les environs, donc Europa Park, c'est depuis tout petit qu'on connaît Europa Park. On a grandi avec. C'est un rêve de travailler ici? Oui, c'est un rêve, oui. Donc là, une fois par semaine, on vérifie les barres de sécurité, on vérifie le cylindre hydraulique. Donc il y a 2 cylindres. Normalement, un cylindre suffirait largement pour une personne. Mais question de sécurité, il y en a toujours 2. La barre de sécurité doit être fermée. S'il n'est pas fermé complètement, il n'arrive pas à démarrer le train de toute façon. Donc là, je vérifie les moteurs linéaires, s'il n'y a pas d'obstacle qui traîne dedans, c'est un qui traîne dedans. Et donc, c'est ces moteurs qui nous permettent de catapulter le train de 0 à 100 en 2 secondes 5. Voilà. C'est un système, super système,
sans frottement, sans rien. Sans chaîne, sans entretien. Magnifique. C'est vrai qu'il est beau, ce Bluefire, entièrement fait maison. La famille Mack, propriétaire des lieux, construit aussi des attractions haut de gamme pour le monde entier. La sécurité, c'est le souci premier. Il ne faut pas oublier que nous sommes en Allemagne, pays où les contrôles sont extrêmement rigoureux. Ici, les TÜV sont rois et donnent l'exemple au reste du monde en matière de sécurité. À 1 heure de balle, Europa Park et ses 11 grands 8 aspirent un grand nombre de visiteurs allemands, français ou suisses. Près de 40 ans que ça dure. Ici, tout est fait pour que peur et grand frisson riment avec plaisir. C'est qu'ils veulent aller toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus vite. Alors, les constructeurs d'attractions essaient de répondre à la demande, mais jamais au détriment de la sécurité. On fait à peu près 60 000 transports par heure, alors plus de 500 000 par jour, plus de 100 millions par saison, c'est beaucoup. Et c'est une seule parc. Il y a 1000 parcs dans le monde entier. On fait beaucoup de transports, mais les parcs sont plus sécurs que l'avion, que le train et plus sûrs que les voitures. La pire chose qui peut arriver pour un parc, c'est l'accident. Absolument. On ne transporte pas les sacs, on transporte les familles, les enfants. Et c'est très important d'avoir une journée très, très sûre pour les familles. Les accidents sont extrêmement rares à Europa Park. Nous en avons répertorié un seul avec un blessé léger en 2013 sur l'attraction Euromir. Accident dû à un comportement inapproprié de la personne. Parce qu'il est un fan absolu de parcs d'attractions avec un attrait tout particulier pour les grands 8, Damien a créé un site internet où il rend compte de la vie des parcs et de ses expériences extrêmes. Avec une bonne dose d'adrénaline bien passée, c'est toujours aussi bon. Après la peur, il y a une sensation de liberté. Mais une fois qu'on est habitué, celui-ci j'ai dû le faire au moins une cinquantaine de fois, donc à force. C'est aussi pour ça que les parcs d'attractions innovent sans cesse, toujours plus haut, toujours plus rapide, toujours plus fort, pour que le plaisir soit toujours plus intense. D'ailleurs, il y a une attraction que j'aimerais bien tester, qui propulse ses passagers à plus de 200 km/h. Et ça, je pense que ça pourrait être une bonne expérience. Il y a des différences entre les fabricants? Énormément, énormément. Les deux plus gros fabricants au monde sont suisses. On a Bolliger et Mabillard. Donc ça, c'est une société. On a aussi Intamin. Bolliger, BM, arrive à faire des grands 8 qui sont vraiment passionnants, qui sont intenses, mais tout en restant agréables. Ah, c'est pas violent. Et Intamin va viser plus le côté impressionnant, le côté grosses émotions. Intamin arrive à faire des montagnes russes beaucoup plus sensationnelles que BM. Qu'est-ce que vous préférez? Et au niveau esthétique, je préfère BM. Et au niveau sensation forte, Intamin se débrouille vraiment pas mal. C'est beaucoup plus dur à supporter, mais c'est beaucoup plus agréable pour un fan. Et on a beaucoup plus d'appréhension aussi. Hein. Et c'est parti. On se fait peur, on s'éclate, on se met à l'envers, on vrille, on décolle, on s'arrache, on tombe de haut, mais on se relève toujours. Et on recommence, héroïque, bien attaché dans nos harnais de compétition. Mais pourquoi s'envoyer en l'air de cette manière en jurant, mais un peu tard, qu'on ne m'y reprendra plus? Heureusement, on est sûr de ressortir de là avec une impression de jamais vu et surtout avec la conviction d'avoir été au cœur de l'exploit. Très très impressionnant, oui, c'est vrai que là c'est extrêmement puissant. Le fait de partir dans cette idée de s'exposer pendant quelques minutes à un manège qui va devenir l'attraction la plus importante comme ça de la fête foraine, parce que c'est la nouvelle attraction qui est très puissante, à ce moment-là,
l'individu, l'adolescent, l'adulte qui aime ces sensations, aime aussi cette sensation où il perd pied, où il se rend compte que finalement, l'accident peut subvenir, la mort peut subvenir. C'est-à-dire qu'il y a une prise en considération de ce danger, mais qui est finalement un danger virtuel. Mais c'est ce qui va être à la base de cette sensation forte. C'est-à-dire que plus c'est dangereux, et plus ça va être source de sensations fortes, et plus ça va être source, on va dire, de peur, de frissons et de plaisir. Plaisir, mais quel plaisir! Peut-on vraiment parler de partie de plaisir quand on est à deux doigts de la panique? Si j'arrive à dépasser cette peur, c'est que j'ai réussi quelque chose sur moi-même et que, du coup, peut-être que je serai à même de dépasser d'autres peurs que je peux avoir dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, à l'école, etc., etc. Peut-être qu'on est aussi dans cette logique-là. Peut-être aussi que, voilà, on est face à quelqu'un qui a été vraiment contraint. Parce que, voilà, il y avait la pression du groupe, c'est « est-ce que t'es pas cap ?» ce qu'on retrouve généralement chez les jeunes. Mais on voit bien, là c'est assez spectaculaire, la manière dont vraiment c'est vécu. Et à quel point on est très différent dans la gestion des événements et des situations qui induisent des éprouvés intenses. Parfois, un manège, ça ne tourne pas rond. Plus rarement, ça tourne mal. Sur le web, on trouve de tout, de l'incident sans conséquence à l'accident mortel. Si on parle beaucoup des accidents sur les grosses attractions, il ne faut pas oublier les carrousels pour enfants où les accidents peuvent arriver et avoir des conséquences tout aussi dramatiques. Pourtant, il n'y a pas de statistiques significatives sur ce qui se passe dans le monde merveilleux des parcs d'attractions et des lunaparks. Par exemple, en 2011, aux États-Unis, on a compté 1200 accidents avec blessés dans les parcs d'attractions et les fêtes foraines. 2 fois moins qu'il y a 10 ans. En France, plus de 100 accidents sont recensés chaque année, dont une dizaine graves. En réalité, pour les autorités françaises, ces chiffres ne pèsent pas lourd face aux milliers de morts sur les routes. C'est peut-être pour cette raison que la FENVAC, Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, suit aussi ce type d'accident. Le discours statistique, quand on est face à des victimes, ça n'a pas de sens. Des accidents, des crashs aériens, il y en a peut-être tous les X millions de vols. Pour autant, ce n'est pas pour ça que le monde de l'aérien ne développe pas de façon permanente et récurrente des améliorations du système de sécurité. Ça montre bien, si vous voulez, qu'il ne faut pas se situer dans une approche stérile qui serait de dire statistique. Finalement, de dire on a un accident tous les 2 ans, alors que chaque jour, on a des milliers de personnes qui prennent dans les parcs d'attractions des manèges. Non, c'est pas ça. Statistique, c'est pas une réponse, ou c'est une réponse qui fuit la réalité. La statistique, c'est de dire, effectivement, année après année, il y a des victimes. Et quand vous avez une victime accidentée, c'est toute la famille qui est impactée. C'est 3, 4, 5 personnes. Montagne russe mortelle pour une femme de 35 ans. Cet après-midi, elle a été éjectée du manège dans lequel elle avait pris place avec son mari au parc Saint-Paul, près de Beauvais. La police scientifique est déjà au travail autour du manège. C'est sur cette attraction qu'a eu lieu l'accident. Aux alentours de 16h30, une mère de famille de 35 ans est tombée de ce wagon. Elle a fait une chute de plus de 5 mètres. Au sol, les pompiers ont tenté de la réanimer, en vain. Originaire de Soissons, la jeune femme était accompagnée de son mari et de ses 2 enfants. C'est ma petite nièce, en écoutant FR3, qui l'a entendu. Elle ne savait pas que c'était elle, bien sûr, mais elle dit quelqu'un de Soissons qui était tombé, qui a vu un grave accident au parc Saint-Paul. Et puis mon beau-frère, comme est pompier, l'a été voir et c'est comme ça que je l'ai su. On a été chercher les enfants chez sa sœur, qui est revenue avec moi ici. C'est tout. Les enfants, ils étaient avec... Avec elle. Ce 22 août 2009, Karine, son compagnon et leurs 2 enfants ont pris la route de Beauvais. Karine n'a pas dit à sa mère qu'elle avait décidé de passer la journée au parc Saint-Paul.
On ne voulait pas qu'ils aillent là-bas. On attendait toujours des accidents qu'il y avait là-bas. Mais elle est partie sans me dire qu'elle était là-bas. Ouais. Vous aviez un pressentiment comme ça? Oui. Vous lui avez dit plusieurs fois? Ah oui, plusieurs fois. On dit qu'elle est tombée parce qu'elle était trop forte. Maintenant, moi, d'accord, je suis peut-être d'accord, mais il devait être prévenu, il devait avoir quelque chose pour prévenir les personnes, quelque chose. Le lendemain, j'ai eu un coup de fil de la secrétaire en me demandant comment que les enfants ils allaient. Depuis, plus rien. Là, j'ai jamais rien eu d'autre. Jean-Pierre Santin, ingénieur, en connaît un rayon sur le monde des attractions foraines. Il est souvent désigné comme expert judiciaire dans des enquêtes concernant des accidents de manège. C'est lui qui a été désigné par le juge pour produire une expertise sur cet accident. D'après les échos que j'ai eus, elle n'était pas rassurée du tout. Elle avait peur de ce manège-là. Et donc ce manège est parti et il a une particularité, a priori, que je ne connais nulle part ailleurs. C'est un lift qui est très très pentu, avec un dossier qui est incliné, qui fait qu'on a une sensation où on a l'impression d'être à plat, comme quand on peut facilement glisser en arrière sur ce dossier. Et la panique aidant, la dame a appuyé sur ses jambes, peut-être pour essayer de se dégager, peut-être qu'elle n'était pas à l'aise. Et là, il s'est produit un mouvement très particulier qui est dû aux masses graisseuses, en fin de compte. Le médecin légiste m'expliquait que ça se comporte pratiquement comme de l'eau. Donc, à savoir que quand elle est partie en gare à l'horizontale, avec la barre qui était juste entre son ventre et la poitrine, une fois allongée dans le lift, le ventre va s'épanouir sur le côté, et ce qui permet, en poussant sur ses jambes, à ce que la barrière relativement descende. Enfin, c'est elle qui monte, en réalité. Cette dame donc, se serait quasiment levée debout sur le plancher. Et une fois le lift terminé, elle a commencé certainement à être déséquilibrée, parce que tout ça s'est produit très rapidement. On entame une première descente. Visiblement, elle était déjà passée par-dessus l'avant de la voiture, pour être pratiquement allongée sur le capot avant. Et un virage sur la droite, relevé. Donc elle a commencé aussi à basculer sur la droite en même temps qu'elle continuait à plonger vers l'avant. Son concubin essayait de la retenir de toutes ses forces par le pantalon. Et on atteint la plus grande vitesse, environ de 50 km/h ici. Et la personne ensuite a quitté la voiture à ce point précis pour tomber au sol ici, au point numéro 14. Bien sûr, l'opératrice a tapé l'arrêt d'urgence, mais par contre, ça ne pouvait en aucun cas éviter l'accident. La mère de la victime n'a pas eu connaissance des résultats de l'enquête et de l'expertise. Sa fille étant titulaire d'une assurance vie, c'est un représentant de cette assurance qui lui a communiqué quelques détails sur l'accident. Elle nous a dit qu'elle était morte parce qu'elle avait l'aorte qui s'était décrochée, qu'elle disent qu'elle était trop lourde pour monter dans le manège. Pour ainsi dire, moi j'ai qu'il n'y a pas eu d'enquête de fait, on a interrogé que les gens du parc. J'admets que les gens du parc n'allaient pas dénigrer leur travail. Maintenant, nous, quand on était à l'avocat, ils nous ont dit qu'il y avait une petite jeune fille qui s'était plainte au manège. Elle était venue témoigner avec son père, donc elle devait être jeune sûrement, que la barrière, elle s'était ouverte 2-3 jours devant elle sur ce manège-là. Et puis un autre monsieur qui a dit que la barrière a été ouverte. Maintenant, on ne saura jamais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens du parc? Qu'ils fassent attention que ça n'arrive plus à personne. Qu'ils marquent, qu'il ne faut pas monter si on est trop fort, qu'il faut bien leur dire, ou je sais pas. En plus, on lui aurait dit qu'il ne fallait pas qu'elle monte parce qu'elle est trop forte, elle aurait pas été vexée. Hein. Donc, qu'on leur dise. On dit bien aux enfants, vous êtes passés quand vous ne montez pas, s'ils ne veulent pas le dire, ils marquent. Donc pour vous, il y a plein de choses qui ne sont pas convenables. Non, c'est... non.
Puis moi, je sais pas, si une barre c'est pas assez, qu'ils mettent un harnais ou quelque chose. N'importe comment, c'est pas que dans ce parc-là, parce que dans tous les parcs, il arrive des accidents, alors. Donc il y a de la tristesse, vous avez de la colère aussi? La colère. Pour moi, ma colère, elle servira pas à grand-chose. Hein. Le directeur du parc Saint-Paul n'a pas souhaité s'exprimer. Et même si son attraction était mise hors de cause, il estime avoir beaucoup perdu dans cette histoire. Nous avons constaté lors de notre passage au parc Saint-Paul, fermé durant l'hiver, que des ceintures de sécurité avaient été ajoutées aux voitures de l'attraction Formule 1. Malgré tout, on ne saura jamais ce qu'il s'est passé exactement le 22 août 2009. Suite à l'expertise, l'affaire a été classée. Nous n'avons pas pu entrer en relation avec d'autres témoins, avocats ou juges d'instruction. Les grands parcs ne sont pas épargnés par les accidents. Nous avons contacté Disneyland Paris pour en savoir plus sur les processus de sécurité du parc. Refus. Suite à l'accident de l'attraction Pirates des Caraïbes du 30 octobre 2013, où un enfant de 5 ans, tombé dans l'eau à l'arrivée, a failli perdre la vie, nous avons renouvelé notre demande. Deuxième refus. Parler de sécurité, donc d'accident dans le monde magique et étincelant de l'oncle Picsou, c'est tabou. Au parc de PortAventura, près de Barcelone, même réponse. Pas question d'évoquer les accidents. Mais comme Internet tire plus vite que les parcs, tout le monde est informé dans la minute du moindre naufrage. Si parfois des comportements inappropriés de visiteurs et des défauts de construction sont à l'origine des accidents, il y a aussi la négligence du personnel. Voir ce qui s'est passé le 24 février 2012 avec cette tour de chute posée dans le parc Hopi-Hari au Brésil. Le personnel a laissé s'asseoir une jeune fille dans un siège condamné depuis 10 ans. La victime a été éjectée, elle n'a pas survécu à une chute de 30 mètres. Et cela sous les yeux de sa famille qui l'accompagnait. Question fatale. Comment cette machine a-t-elle pu fonctionner aussi longtemps avec un défaut aussi flagrant? Regardez ce harnais qui s'ouvre tout seul. Les tests réalisés par les experts sont accablants. Évidemment, la responsabilité du parc brésilien est engagée dans cet accident. 12 personnes sont inculpées. L'affaire n'est toujours pas jugée. Pour cette raison, Intamin, le constructeur suisse de cette attraction, ne souhaite pas répondre à nos questions concernant le suivi et l'entretien. À noter que depuis l'accident, cette tour de chute est fermée au public. Nous nous sommes rendus à Barcelone. Ici se trouve le célèbre parc d'attractions Tibidabo où a eu lieu un terrible accident mortel en 2010. La direction a choisi de tout miser sur la transparence et a accepté de nous parler de cette tragédie qui a plombé la réputation du parc. Évidemment, c'est une des circonstances les pires et les plus négatives qui puissent arriver dans un parc. Et ce, d'autant plus avec l'engouement qu'une telle information peut susciter. Le 17 juillet 2010, l'attraction Pendolo s'écrase avec ses passagers. Une jeune fille de 15 ans perd la vie et 3 autres personnes sont blessées. C'était une des attractions phares du parc. Construite par la firme italienne Fabri, ce manège itinérant avait trouvé une seconde vie en étant installé de manière permanente dans ce parc. Perché à 38 mètres, il tournait à 100 km/h. Ses points d'ancrage n'ont pas tenu, le Pendolo s'est effondré. Géré par la municipalité, Tibidabo est un des plus vieux parcs d'Europe où se mélangent manèges d'une autre époque, chevaux de bois désuets et attractions dernier cri. C'est le premier accident mortel survenu à Tibidabo depuis sa création il y a 112 ans. Pas évident de retrouver son public après ça. Il y a un parcours mental, selon les experts ayant suivi des expériences similaires, qui fait qu'au final, il y a un laps de temps qu'on peut estimer à 2 ans pour qu'un tel accident soit enfin oublié.
Après 2 ans, il y a un moment pour l'entreprise ou pour d'autres parcs d'attractions où ce n'est plus un inconvénient. Et ça, je le dis, c'est très important, pour autant que les choses aient été faites dans les règles de l'art. C'est là qu'il a fallu être réactif et surtout agir très vite. La survie du parc était en jeu. Tout d'abord, il était indispensable de restaurer la confiance. Tibidabo a fait un gros travail de communication sur le fonctionnement du parc et sur la sécurité. Les résultats de cette réflexion n'ont pas été immédiats. En 2009, on tournait avec 600 000 visiteurs annuels. Nous ne sommes pas un très grand parc, vous l'avez constaté. On a perdu 150 000 visiteurs sur une année. On est descendu jusqu'à 400, 450 000 personnes. Comme quoi, la perte de visiteurs a été importante. Cependant, durant ces dernières années, on a récupéré de manière constante, tout en garantissant une sécurité efficace à 100%. La grande question qui taraude tout le monde dans l'histoire de l'effondrement inimaginable du Pendolo, c'est qui est responsable. Il faudra attendre le jugement pour en savoir plus. Mais des éléments de l'enquête filtrent dans la presse. On découvre qu'une chaîne d'erreurs a entraîné la catastrophe. Tout est foireux dans ce Pendolo. Fabrication, installation et manutention. La justice espagnole a mis en examen 13 personnes dans cette affaire, dont le fabricant italien Fabri que nous avons contacté. Pour lui, il est évident que les raisons de l'accident relevaient des fondations conçues et exécutées par le client, c'est-à-dire par le parc Tibidabo. 3 ans après l'accident, la date du procès n'est toujours pas fixée. Quelques années avant l'accident du Pendolo à Paris, c'est un engin similaire, un booster du même constructeur, qui a tué 2 personnes. Ça s'est passé à la fête des Loges, en août 2007. Et on commence avec ce terrible accident à la Fête des Loges à Saint-Germain-en-Laye. Nous vous en parlions dès hier soir. La chute de la nacelle d'un manège a provoqué la mort de 2 personnes, un père et son fils. Et quant aux autres passagers, ils sont restés bloqués 7 heures à 36 mètres du sol. Karine Comasi, Bernie Mériot. L'accident a eu lieu peu avant 19 h. C'est l'affluence à la Fête des Loges, lorsqu'une nacelle du booster se détache et percute le podium. 4 personnes d'une même famille avaient pris place dans une nacelle. Principal témoin de cette tragédie, cette femme, cette mère de famille. Par une belle journée d'été, Marie-Jeanne Dubuc a vu et vécu la mort en direct de son mari et d'un de ses 3 fils. On avait prévu depuis plusieurs mois d'aller à la Fête des Loges parce que mon mari rêvait d'une chose toute bête, manger un jarret frites. C'est une chose banale, mais il avait envie de le faire avec son frère et sa belle-sœur et mes enfants. Donc on arrive à cette Fête des Loges, on se gare et je garderai toujours cette image en tête. Devant moi, j'avais mon mari, j'avais mon dernier fils et mon deuxième fils était derrière avec sa chérie. Et j'étais fière de mon mari et de mes enfants, j'ai toujours été fière d'eux. On arrive et tout, et puis on commence à rentrer dans cette maudite fête. Puis ils voient ce fameux booster. Et ils se sont lancés un petit défi avec son frère. Donc du coup, ils ont décidé de monter dans ce manège. Et je les vois tout en haut, dans la nacelle, tout contents apparemment. Ils bougeaient les bras, les jambes. Ils étaient contents. Le tour commence tout doucement. Et je dis à ma belle-sœur, je vais filmer. Mon appareil photo n'a pas fonctionné. Et peut-être heureusement pour moi. Parce qu'après ce que soit des... C'est là que le malheur a commencé. Premier tour, tout se passe bien. Deuxième tour. À l'amorce du deuxième tour, on entend craquer une pièce. Une pièce métallique. Et là a commencé l'enfer. Le deuxième tour a commencé. Et comme la nacelle s'est désaxée, elle n'avait plus sa place, elle est descendue.
Et plus les tours se faisaient, plus mon mari et mon fils tapaient sur le sol. Et sur la rambarde de fer. Donc je ne vous donne pas plus de détails. Je peux simplement vous dire une chose. Je vais vous en donner quand même un ou deux. Mon fils n'a plus de pied droit, n'a plus de main droite, et n'a plus de visage côté droit. C'est à peu près le même portrait pour mon mari. Les plus gros détails, je vous les ai donnés. Je peux peut-être maintenant vous donner mon fils, mon mari. Il n'a plus de jambes et n'a plus de visage. Voilà. Et son bras n'existe plus. Donc il a été impossible d'arrêter cet enfer infernal, parce que le manège ne s'est pas arrêté. Et moi, dans mon... On va dire, je me suis crue dans La Belle au bois dormant ou dans Blanche-Neige, dans un dessin animé, où tous les rêves se réalisent. À la fin du deuxième tour, j'ai dans mon esprit, la nacelle allait se décrocher et courir, et glisser sur le sol de façon à ce que je puisse les rattraper. Mais non, la nacelle, elle est repartie. J'ai commencé à me diriger en direction de la nacelle. Quand j'ai vu ça, non, j'ai vu la nacelle remonter. Et c'est là où j'ai vu le désastre. La chaîne en argent de mon fils qui brillait au soleil, qui pendait à son cou. Après, comme par magie, tout s'est arrêté. Le manège s'est arrêté. Là, paraît-il que tout le monde criait, hurlait, courait, pleurait. Moi, ma bulle de scaphandrier s'est formée autour de ma tête. Je ne voyais plus personne. Je n'entendais ni cris, ni hurlements, ni pleurs, ni gens qui couraient. Je voyais simplement des monstruosités devant moi. En un quart d'heure, 20 minutes, j'ai perdu tout ce que j'avais de plus cher au monde. Tout ce que j'avais de plus cher au monde. Malheureusement, l'accident était déjà écrit avant même qu'il arrive. Et on se dit que si la justice n'intervient pas, si la justice ne met pas un arrêt à ces pratiques, alors ces pratiques continueront et il y aura de nouveaux accidents. Ces pratiques dont parle Stéphane Gicquel recouvrent les manquements dans les contrôles des manèges en France. Contrôle visuel dans la plupart des cas, contrôle probablement insuffisant encore aujourd'hui pour des machines aussi complexes. Sophie Obadia, l'avocate de Marie-Jeanne Dubuc, découvre avec cette affaire un monde opaque. On est en 2007. À cette époque, les manèges sont soumis à une loi obsolète. On prenait de grands risques. Je rappelle que sur les 8 boosters en circulation, entre guillemets, à l'époque en France, 6 ont présenté les mêmes défauts de soudure, cause de l'accident. 28 tonnes, c'est le poids total de ce booster. 2 bras alignés de 18 mètres tournent autour d'un axe en portant à chaque extrémité une nacelle avec 4 passagers qui subissent des accélérations de près de 4G. Le booster peut atteindre une vitesse de 90 km/h. Il emmène ses passagers à une hauteur de 38 mètres. Une rupture partielle du bras de la nacelle a provoqué l'inclinaison latérale de celle-ci. Les 2 passagers situés à l'extérieur se sont retrouvés à une altitude inférieure à celle de la base du manège et l'ont heurté par 2 fois. Les experts judiciaires ont confirmé que les soudures étaient incomplètes et mal réalisées par le sous-traitant. De plus, selon le jugement, Fabry, le constructeur, réceptionnait le manège totalement assemblé par ce sous-traitant sans le contrôler. Une fois les nacelles terminées, les défauts des soudures n'étaient plus visibles. C'est un pari. Je trouve que Fabry, en réalité, a pris non seulement des risques, mais que dans sa défense, à chaque fois, c'est un pari. Ça devait marcher. Pour eux, la question de sécurité n'est pas primordiale. Il y a un vague contrôle d'installation la première fois, on explique au forain comment il doit faire son montage, et puis on s'en occupe plus. Il n'y a pas de contrôle, on téléphone pas régulièrement pour savoir si tout va bien, on n'envoie pas des... Non, rien. Tout ça est lâché dans la nature. Pendant sa durée de vie, qui d'ailleurs n'est absolument pas prévue, là non plus, on ne sait pas combien de temps un booster peut vivre.
Et on s'aperçoit qu'un booster à 90 km/h, avec le nombre d'utilisations quotidiennes, a une durée de vie courte. Mais en réalité, celui qui l'achète ne le sait pas. Eh bien, il n'y a pas de contrôle là non plus de fabrique, qui ne sait même pas si son manège est racheté par quelqu'un d'autre, ou sont les manèges d'occasion, qui n'a même pas à mettre à notre disposition un listing avec des plaques d'immatriculation, comme le ferait un fabricant d'avions et même de voitures automobiles. Donc c'est vous dire l'amateurisme dans lequel on se trouve, c'est-à-dire on travaille à l'ancienne, sur des normes approximatives, entre soi, avec des contrôles extérieurs, ce qui nous amène finalement à une catastrophe comme celle qu'on a connue. Et là, on entre dans le manège infernal des procédures. 7 ans d'enquête, de questions, d'expertise, de deuxième expertise, de vérification pour débusquer les failles et les fissures dans une mécanique au rouage plutôt grippé. Une affaire où les 3 inculpés, fabricants, soudeurs et forains, se renvoient la balle. Là où nous avons assisté à une sorte de défense étrange, c'est que Fabry, d'un côté, considère qu'il a bien fait les choses, qu'il ne voit pas où est le problème. C'était même pas la fatalité, c'était « ce n'est pas ma faute ». C'est le soudeur, et le soudeur de dire « ce n'est pas moi qui ai soudé ». Vous voyez que pour la famille, c'est une défense qui est pour le moins pauvre et pitoyable. J'ai vu un fabricant responsable. Il n'est au fait de rien. Pas responsable. Ça arrive, ces choses-là. Même pas le courage de me regarder. Le forain est venu me voir. Il s'est présenté, il m'a dit bonjour. Sa femme est venue. Autour de Marie-Jeanne Dubuc, la famille fait bloc lors du procès. Elle ne pouvait faire son deuil qu'en étant entendue et comprise par les parties. Alors ils attendaient beaucoup le jugement, qui leur a donné raison bien sûr, dans le sens où il les a considérés comme victimes, et qui a dit « vous n'êtes pas victime de la fatalité ». Il s'est passé un certain nombre de choses, un certain nombre d'imprudences et de défauts de contrôle qui sont à l'origine directe du dommage que vous avez subi. C'est une faute pénale grave, non intentionnelle certes, mais grave, qui s'appelle un homicide involontaire. Le tribunal correctionnel de Versailles a condamné en mai 2013 le représentant de Fabry à 2 ans de prison avec sursis et la société Fabry à 200 000 € d'amende. Le sous-traitant soudeur écope, lui, de 2 ans de prison avec sursis et sa société BCM de 100 000 € d'amende. Le forain est condamné à 12 mois de prison avec sursis et à 1 500 € d'amende. Faute grave, il y a. Négligence. Et je ne pardonnerai pas. Et je n'accepte pas. Je suis formelle. Même si jugement il y a eu, je ne pardonnerai jamais. Les 3 parties ont fait appel de ces condamnations. L'histoire n'est donc pas terminée pour Marie-Jeanne Dubuc. Suite à l'accident du booster de la Fête des Loges en 2007, la loi sur la sécurité pour les manèges et les parcs d'attractions a été améliorée en 2008. Aujourd'hui, si les contrôles sont systématiques et obligatoires en France, ils restent le plus souvent visuels. Nous avons contacté des contrôleurs de manèges en France. De ce côté, c'est le grand silence radio. Bon, ça fait plusieurs fois que je vous appelle. Le seul qui ait accepté de nous rencontrer n'était pas au rendez-vous. Ces gens qui montent dans les manèges, ils viennent chercher du plaisir, de la distraction. Peut-être on a peur, mais pour autant on est en confiance, si vous voulez. Parce qu'on se dit, derrière, il y a un industriel, il y a un forain, il y a une autorité administrative qui contrôle peut-être. Donc on est en confiance. On voit bien aujourd'hui, si vous voulez, qu'ils ne sont pas dignes de cette confiance. Et que si on ne continue pas à changer les procédures, mais aussi les mentalités, alors il y aura d'autres accidents. Nous revenons en Suisse à la grande foire d'automne de Bâle. C'est là que nous avons rencontré Jean-Marc Joliet. Il exploite une attraction du même genre que le booster de la Fête des Loges. Quand on apprend une histoire comme ça, je vais vous dire, on vient tout blanc. J'ai tout le corps qui s'est mis à trembler. Parce qu'on a entendu que c'était grave. C'était ce que ça fait ce que ça fait à tout le monde. Tout propriétaire qui a des manèges comme ça, c'est l'horreur. C'est un cauchemar, voilà. Avant cet accident, il s'était intéressé au booster de Fabry.
On avait pensé à acheter un booster. On n'est pas tombé d'accord. Voilà. Sur un point de vue sécurité, avec le fabricant. C'est quoi? Quel point de vue sécurité? Je voulais le TÜV de Munich dessus le manège et lui il n'a pas voulu. Et pourquoi? Il voulait un autre TÜV. Parce que le TÜV de Munich, c'est compliqué. C'est les plus sévères, les plus emmerdants pour nous. Tous les matins, Jean-Marc Joliet contrôle son maximum avec le plus grand soin. Il le bichonne au quotidien. Il ne laisse rien au hasard. Les cales, ça bouge. Mon premier contrôle, c'est déjà allumer la machine et regarder les harnais. Et on fait le tour et on contrôle les soudures. Si on voit beaucoup de rouille, ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'il y ait une petite fissure ou un truc comme ça. Regarde vite le vérin si... Et s'il y a une petite fissure, qu'est-ce que vous faites? On informe la fabrique et pour bloquer la fissure, on fait 2 trous de 8 mm. Vous refaites la soudure vous-même? Non. Là, un fabricant en Hollande dit de quelle façon ça doit se souder. Il y a des maisons spécialisées en Suisse pour les soudures. Donc là, ça fait partie du protocole du fabricant. Voilà. Le fabricant, on y téléphone, même si c'est dimanche, il n'y a pas de jour pour eux. On téléphone, on fait des photos et ils voient tout de suite. Et si pour le fabricant, c'est quelque chose, c'est pas une bonne place, il nous donne l'ordre d'arrêter la machine. Ça vous est arrivé des fois avec celui-là? Non, on touche du bois. Les contrôles pour ce type de manège sont très stricts. Entre l'entretien continu exigé pour valider la garantie d'usine, les soudures à vérifier annuellement par des contrôles endoscopiques et magnétoscopiques, sans oublier les fameux contrôles TÜV. Alors maintenant, ils sont en train de fermer les harnais, ils doivent encore un petit peu les pousser pour que ça serre un peu les gens. Maintenant, tout est fermé. J'ai la commande, j'ai le feu vert. Et je commence à balancer les clients. Alors, je vous laisse piloter. Si en Allemagne ou en Suisse, les contrôles sont en principe rigoureux et systématiques, les règles et les lois sont à géométrie variable dans la plupart des pays européens. Les lois de l'attraction sont ainsi faites que la moindre défaillance peut être fatale. Même si l'accident est exceptionnel dans le monde exaltant des lunaparks et des parcs d'attractions, on sait qu'il n'arrive jamais par hasard.